t'as à peine, tu gagnes pas de gros revenus. Je veux dire, est-ce que tu avais la liquidité? C'était quoi un petit peu ton profil Mhm. puis comment tu as structuré pour faire cette acquisition-là à 20 ans? J'ai commencé avec un immeuble ou deux immeubles, mais Uh-huh. à la fin, j'ai eu tellement d'opportunités, puis tout s'est aligné, puis toute l'année que j'avais passé à travailler fort pour acheter un immeuble, ben, finalement, c'était devenu exponentiel comme résultat. Ensuite, pour des raisons personnelles, j'ai décidé de tout vendre parce OK. que ça rejoignait pas les objectifs que je recherchais, qui étaient d'avoir une certaine liberté, un niveau de stress bas, etc. OK. J'ai réalisé que l'immobilier, c'est pas forcément passif. Quand tu Ouais. regardes en arrière aujourd'hui, tu te dis, tu sais quoi, une chance ça m'est arrivée parce que ça t'a rendu la top investisseur que tu es aujourd'hui. Et je te dirais comme une de mes plus grosses erreurs de Mhm. départ, c'est que j'ai acheté beaucoup d'immeubles Mhm. et j'ai sous-estimé le travail que ça demandait. Mais moi, j'ai toujours ça dans ma tête. Je me dis, un bon investissement, il faut que je sois capable de le vendre demain, Parfait. sans perdre d'argent. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Un gros merci, Pauline, d'être venue sur mon show. Ça fait plaisir. En plus, c'est drôle parce que je te connaissais pas. J'ai vu je suis tombé sur ton profil. Mhm. Puis tu sais quoi? Je vais t'être franc avec toi, j'ai adoré ton tagline sur Instagram. Ah oui, tu l'as On aimé? dirait que j'ai le goût de le dire. Non, vas-y. Oui, attends une minute. On n'a pas mis le focus dans les réseaux sociaux dernièrement, mais je t'avoue que ça a été mon petit plaisir. C'est toi qui l'as fait? C'est moi qui l'ai fait, c'est venu tout seul. Pas vrai. Parce que moi, j'adore attends, on va le grossir. Prospection hors marché. 40 millions et plus de Transigé. transigés. 70 plus transactions. 28 ans, maman. Oui. Remote worker. Yes. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce que c'est du bluff? Non, c'est vrai. Boom! C'est vrai. C'est Mais- juste que quand on Vas-y. achète du multi à Montréal, quand on est propriétaire d'immeubles, Ouais. on a tendance à rester assez low-key. En tout cas, moi, c'est mon expérience parce que, voilà, tu n'as pas forcément besoin de dire à tout le monde combien d'unités tu achètes puis tout ce que tu fais. Mais là, on commence beaucoup à vendre certains de nos immeubles aussi. Parce OK. qu'on achète tellement qu'on en revend une partie hors marché, puis on a une liste d'acheteurs hors marché. Donc là, j'ai commencé à dévoiler un peu plus nos chiffres, puis tranquillement, on va dévoiler un peu plus qu'est-ce qu'on fait dans le day-to-day pour que les gens nous connaissent peut-être un peu plus davantage, chose qui avant n'était pas forcément nécessaire. J'adore. Puis là, t'as quel âge, là, présentement? Je l'ai dit, mais... Oui, j'ai je veux 28 ans. 28 ans. Ouais. T'as commencé, t'avais quel âge? J'ai acheté mon premier immeuble à 21. OK. Oui. C'était quoi le premier immeuble? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai acheté beaucoup en même temps parce que je travaillais vraiment fort dans le but d'acheter un immeuble OK. et ça fonctionnait pas. Donc, je redoublais d'efforts à chaque fois à un point où le jour où j'ai notarié mon premier immeuble, ben, j'en ai notarié 7 en un mois. Arrête de niaiser. Oui, c'était pas volontaire. Je m'étais dit, je vais commencer avec un immeuble ou deux immeubles. Uh-huh. Mais à la fin, j'ai eu tellement d'opportunités, puis tout s'est aligné, puis toute l'année que j'avais passé à travailler fort pour acheter un immeuble, ben, finalement, c'était devenu exponentiel comme résultat. Donc, le premier immeuble que j'ai acheté pour répondre à ta question, c'était un 6 logements à Hochelaga. OK. Dans le temps, je l'ai payé 690 000. Ah, pardon, un 7 logements. 7 logements à 690 000. J'avais comme 300 000 d'équité à l'achat dans OK. le temps. C'était vraiment un bon deal. Puis j'avais 50 % de l'immeuble qui était vacant. En plus. Chose que moi, j'aime parce que j'aime faire mes propres rénovations, etc. C'était vraiment un bon deal. Mais, OK. Mais là, à 20 ans, t'as à peine... tu gagnes pas de gros revenus. Je veux dire, est-ce que tu avais la liquidité? C'était quoi un petit peu ton profil? Mhm. Puis comment tu as structuré pour faire cette acquisition-là? À 20 ans, en plus. Oui, alors très honnêtement, j'avais vraiment aucun
prérequis. Je veux dire, j'avais pas du tout le profil de quelqu'un qui pouvait se permettre d'acheter demain. J'ai pas été à l'université, donc j'avais pas de diplôme particulier. J'étais même pas résidente canadienne. En J'étais plus. citoyenne française. J'avais encore un statut d'immigré. J'avais pas une scène et j'avais définitivement pas de code de crédit. OK. Donc, j'avais vraiment aucun élément pour acheter. Donc, pour pouvoir acheter ce que tout le monde veut acheter, il fallait que je fasse ce que personne veut faire. Et dans ce temps-là, puis encore aujourd'hui beaucoup, ce que les gens n'aiment pas faire, c'est de la prospection. Donc, de la vraie prospection à froid, donc démarcher des propriétaires d'immeubles, one-on-one, que ce soit par des appels ou en toquant aux portes. OK. Et donc, j'ai commencé à faire ça de façon constante, temps plein, pour trouver des opportunités, Nice. pour qu'ensuite les gens qui ont l'argent, qui cherchent ces opportunités-là, s'associent avec moi pour les acheter avec moi. Parfait. Fait qu'au lieu de revendre la promesse d'achat ou de leur apporter le deal, toi, tu gardais un pourcentage du deal. 100%. J'avais 50% d'équité sur tous mes immeubles. Je ramenais le projet, ils mettaient les fonds et après, je faisais le travail qui devait être fait. Donc, s'il y avait des unités vacantes à rénover, je m'en occupais. Je m'occupais de la gestion des locataires. Franchement, s'il y avait un coup de balai à passer, je le passais. Donc, je faisais vraiment tout. Mais j'ai commencé comme ça. Nice, j'adore. Mais là, fait que là, tu as acquis combien d'immeubles? Je pense que je l'ai dit dans ta bio, mais combien d'immeubles que tu as présentement? Ou de portes? Alors, aujourd'hui, on a un modèle d'affaires qui est différent de quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, j'ai acheté vraiment beaucoup pendant 1 an, 2 ans. Ensuite, pour des raisons personnelles, j'ai décidé de tout vendre parce que ça ne rejoignait pas les objectifs que je recherchais, qui étaient d'avoir une certaine liberté, un niveau de stress bas, etc. J'ai réalisé que l'immobilier, c'est pas forcément passif. Donc, j'étais pas du tout alignée avec la vie que je voulais. Puis je te dis ça pourquoi? Pour expliquer le fait qu'au bout de 2 ans, surtout quand je suis devenue maman, j'ai décidé de tout vendre et de recommencer à zéro avec vraiment une business puis une façon de faire qui me correspond à 100%. Donc, pouvoir travailler à distance, je veux dire, pouvoir travailler n'importe où dans le monde. Je voyage comme 8 mois sur 12 par année, pouvoir avoir du temps avec mon fils, etc. Donc, présentement, on est à peu près comme 300 logements qu'on détient, mais ça bouge beaucoup parce que, comme je te l'ai expliqué, moi, ma force, c'est le transactionnel. Donc, on achète beaucoup, puis peut-être 8, 9 immeubles sur 10, on les revend quasiment direct après ou au bout d'1 an. Donc, on fait beaucoup de flip, ça s'appelle du flip pareil, mais de gros immeubles. On a une moyenne de 25 logements par transaction, achat comme revente. Donc, aujourd'hui, on a un certain nombre de logements qu'on garde, mais ça bouge quand même. Il y a beaucoup de roulements. Oui, quand même. Parfait. Puis pourquoi je te posais cette question-là, c'est parce que j'aime ça aussi commencer mon show avec... j'aime ça quand les gens nous racontent un fail, nous partagent plutôt un fail, un échec, un challenge que tu as eu justement dans ton parcours d'investisseur, mais il y en a sûrement un qui t'a fait suer, baver, puis pendant que tu étais dedans, tu étais comme tabarouette, comment je me suis retrouvé là. Mais par contre, quand tu regardes en arrière aujourd'hui, tu te dis, tu sais quoi, une chance ça m'est arrivé parce que ça t'a rendu la top investisseur que tu es aujourd'hui. Écoute, honnêtement, des challenges, j'ai eu plus d'échecs que de réussites. J'adore, merci de le partager. 100%. J'ai eu vraiment, comme les gens qui me connaissent, à chaque fois, ils disent, je sais pas comment tu es encore là, comment tu réussis parce que tu es vraiment résiliente, parce que j'ai vraiment eu plus d'échecs que de réussites. Et je te dirais comme une de mes plus grosses erreurs de départ, c'est que j'ai acheté beaucoup d'immeubles et j'ai sous-estimé le travail que ça demandait. Et en fait, dis-toi que la première année, j'ai acheté pour 100 à 130 logements. Donc, je me suis retrouvée à devoir tout faire, tout gérer, aucune équipe, personne pour m'aider, que ce soit la compta, la gestion et tout. Et à un moment donné, je me suis retrouvée comme complètement débordée. Puis, j'étais plus capable de livrer sur certains projets au point où je disais à des partenaires, faut que tu m'aides. Comme, je m'excuse. Des partenaires passifs, là. Oui et non. La majorité étaient passifs. Après, dans mes derniers partenariats, ils étaient censés être actifs, mais les gens ne se rendent pas toujours compte à quel point ça peut prendre du temps. Donc, même ceux qui disaient vouloir être actifs, ils ne travaillaient pas autant que moi. Je comprends. De mon point de vue, bien sûr. Donc, je me suis retrouvée à travailler beaucoup trop. Puis, à la fin, c'était invivable. C'était trop. Donc, un fail que j'ai fait, parce que ça c'est ce qui m'a conduit à faire cette erreur. Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l'immobilier, dans le multi, qui ont fait vraiment des projets importants, donc en termes de liquidité, en termes de rénovation, etc. C'est que quand tu achètes un immeuble et que
tu mets beaucoup d'argent dedans, donc par exemple pour le rénover au complet parce qu'il était vraiment en mauvais état, et que tu vas pour le refinancer à la banque, tes chiffres vont souvent fonctionner parce que, je trouve de mon point de vue de française, qu'à Montréal, au Canada, on a des financements très intéressants par rapport à d'autres endroits dans le monde. 100%. Ça va être quoi ton erreur que beaucoup de gens font constamment, mais ils réussissent très bien. Mais maintenant, avec l'expérience que j'ai, c'est un risque que je ne prends plus. OK. C'est que souvent, tes chiffres vont fonctionner pour refinancer. Mais si demain, tu as un imprévu, exemple, tu as trop de travail, tu tombes enceinte, tu as des soucis de santé, comme beaucoup de choses que moi, j'ai vécues à un certain moment de ma vie, bien, l'immeuble, il faut que tu sois capable de le vendre demain sans perdre d'argent. Je comprends. Et tous mes immeubles étaient tellement bien payés dès le départ que c'était quelque chose, je veux dire, c'était sûr pour moi que je les vendais demain, c'était bon. Mais en fait, il y a 1 ou 2 projets où j'ai vraiment fail parce que le montant des rénovations était tellement élevé. Nos soft costs, donc nos frais de prêt privé étaient tellement élevés que le jour où j'ai dû vendre cet immeuble-là, alors que j'en avais comme une trentaine à vendre, mon coût de projet était tellement élevé que si je le vendais demain, je le vendais à perte. Wow. Et j'ai vendu des immeubles à perte comme ça, en me disant, bah, je vais me refaire. On n'a pas le choix. Il faut que je vende en ce moment. Pour des raisons personnelles, j'ai dû vendre rapidement. Et ça, c'est une erreur. Je comprends. Moi, je le vois constamment maintenant. Je vois les chiffres de beaucoup d'amis à moi, etc. Et sans jugement. 99% du temps, ça a fonctionné. Mais moi, j'ai toujours ça dans ma tête. Je me dis, un bon investissement, il faut que je sois capable de le vendre demain, sans perdre d'argent. J'adore. Oui, parce que l'argent était liquide. L'investissement est illiquide parce que l'argent est bloqué dedans. Mais quand tu veux le rendre liquide, le liquider pour sortir l'argent, ben, là, c'est une autre game aussi. Oui. Mais honnêtement, mon plus gros fail, ça a été de minimiser le coût de projet dans son ensemble pour une revente potentielle. Je comprends. Surtout quand c'est imprévu puis c'est dans l'immédiat que tu veux vendre avec l'argent que tu as investi ou l'argent que, justement, comme tu dis, là, les soft costs que ça t'a coûté pour l'acquisition, etc., j'avoue. Mais avoue que c'est une bonne école. Oh mon Dieu, j'ai appris vite. J'avoue. J'ai appris sur le terrain. Puis aujourd'hui, ça fait que la personne que je suis est beaucoup plus conservatrice. Je dis plus souvent non que oui. Je choisis bien. Je prends des bonnes décisions parce que j'ai vécu, j'ai appris. C'est ce qui fait que le business va bien aujourd'hui. Exactement. Mais j'aimerais ça retourner en arrière. L'investissement immobilier t'intéresse, que ce soit du multilogement, les flips, les chalets locatifs, que ce soit d'embarquer dans des projets d'investissement, dans des projets le fun avec du partenariat, je peux t'aider avec tout ça. Mais pour ce faire, il faut que tu cliques le lien dans le bas de cette vidéo-là pour qu'on puisse céduler une consultation et que je puisse te guider vers ton plan de match qui va te permettre de grossir ton parc immobilier. Quand t'es venu au Canada, en quelle année? Oh, OK, j'ai 28 ans. Je suis arrivée au Canada en 2012, 2011. Est-ce que tes parents sont investisseurs, des gens d'affaires ou quoi que ce soit? Je pense que mes parents ne comprennent pas encore aujourd'hui ce que je fais dans la vie. Je suis arrivée, j'avais 15 ans. Donc, mes parents ne sont jamais venus avec moi. Je suis arrivée en pensionnat parce que je n'avais pas de famille ici. Puis encore aujourd'hui, j'ai ma sœur qui vit ici, mais à part ça, nos parents ne vivent pas ici. Le reste de ma famille ne vit pas ici. Ils sont tous en France. Donc, je suis arrivée à l'âge de 15 ans en pensionnat. J'ai fait 2 ans de pensionnat et famille d'accueil le week-end. Nice. Et ensuite, j'ai eu mon premier appart à 17 ans. Donc, j'ai toujours été très autonome, très débrouillarde. Donc, non, mes parents ne m'ont pas suivie. Et puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de prendre la direction de l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a poussé vers l'investissement immobilier? Alors, quand j'ai décidé que l'immobilier, c'était quelque chose que je voulais essayer, j'avais 19 ans. Et je m'en rappelle vraiment bien du moment où j'ai eu ce déclic. J'étais dans une période de ma vie, c'est naturel, à 19 ans, c'est là que tu te cherches. Donc, tu regardes beaucoup sur Internet, tu regardes des formations en ligne, tu te poses beaucoup de questions, tu regardes, tu sais, est-ce que je voulais aller à l'université? Si oui, je voulais aller dans quoi? Il n'y a rien qui résonnait pour moi. Et là, je venais de commencer à HEC. Ça faisait comme 3-4 semaines que j'étais à HEC. Et à force de regarder tout le temps sur Internet, j'ai fait quelque chose vraiment sur un coup de tête, très impulsif. Je suis tombée sur une formation du CIQ en ligne. Nice. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je n'avais pas beaucoup d'argent dans le temps. J'ai payé 100% de la formation, qui est quand même 2-3 000 $. Quand tu as 19 ans et tu n'as pas d'argent, c'est énorme, 2-3 000 $. Vraiment. Je pense que c'était plus que ce que j'avais. J'ai emprunté une partie pour payer la formation. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et au moment où j'ai payé, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais quelle idée ridicule. Ça se trouve, c'est même un spam. Ça se trouve, ça n'existe même pas. Puis j'avais payé 100% de la formation, puis ça a commencé la semaine d'après. J'ai eu un stress monumental. Je me suis dit, mais quelle idée j'ai eue? C'était complètement dérisoire.
Et la semaine d'après, j'y suis allée. Alors déjà, dans le temps, surtout, je trouve qu'il y avait presque pas de femmes. Aujourd'hui, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je vais dans des événements, il y a des femmes partout, comme j'adore ça. Mais moi, quand j'ai commencé, j'avais 19 ans. Je suis rentrée dans une salle avec comme 80, 100 personnes, moyenne d'âge de 45 ans. Puis en plus, tu parais plus jeune que ton âge. Je parais plus jeune. Et j'ai 28 ans aujourd'hui. Il y en a qui pensent que j'ai 22. Donc imagine, quand j'avais 19, ils pensaient que j'avais 17. Ils disaient comme, c'est la fille de qui? Qu'est-ce qu'elle fait là? Et j'étais tellement stressée. Je m'étais habillée classe. Là, j'avais ma chemise, j'avais ma tenue comme si je savais déjà ce que je faisais dans la vie, comme si tout était en place. Je suis rentrée là-dedans avec une boule au ventre en me disant, mon Dieu, imagine, j'aime pas ça. Imagine, je me suis trompée. J'ai dépensé 3000 $. Je me suis endettée pour être là. Comment je vais rembourser ça? Et finalement, la première journée de formation, ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai pas compris 80% des informations qu'ils ont données, mais je le filais. J'étais comme, j'aime ça. Nice. Mais là tu as fini la formation ou à quel moment tu as commencé à exécuter, que tu t'es mis sur le terrain? Puis c'est quoi justement, là, tu peux nous partager des golden nuggets des étapes que tu as faites qui t'ont permis justement de te lancer? Oui. Alors, j'ai eu un coup de cœur pour l'immobilier. Puis là, je voulais tellement... Moi, je suis très... c'est tout ou c'est rien. C'est oui ou c'est non. Et là, j'avais tellement envie de m'investir dans l'immobilier que... Une fois de plus, c'était très impulsif, mais je suis heureuse de l'avoir fait aujourd'hui, mais je ne sais pas si je recommencerai. J'ai lâché l'université après 1 mois d'université HEC. Ça faisait comme 2 ans que je travaillais pour rentrer dans cette école. J'ai tout lâché pour me dire je vais me concentrer à l'immobilier comme temps plein. Wow. Mais j'avais aucun plan de match. Mais aucun plan de match. Je passais mes journées à juste étudier, prendre des formations, lire sur le sujet, lire tous les livres que tu as ici. Comme, je faisais que ça, puis j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. J'étais juste passionnée. Et là, c'est à force d'aller dans des événements et de réaliser à quel point j'avais le profil de personne. Je veux dire, j'étais une fille, j'étais jeune, j'étais immigrée, j'avais pas d'argent, j'avais pas de code, j'avais rien. Que j'ai commencé à comprendre. Il parlait tout le temps de trouver des deals, trouver comme un immeuble en dessous de sa valeur marchande. Là, il parlait un petit peu de prospection, mais tu sais, c'était de la prospection un peu en surface, comme tu regardes des annonces sur Internet et tout. Ouais. Et moi, au bout d'un moment, je me dis, qu'est-ce qui se passe si j'appelle directement les propriétaires? Il me semble que ça va être plus rapide. Right. Tu sais, c'est un peu la chance du débutant, c'est que tu sais tellement pas comment ça fonctionne qu'au final, tu le fais à ta façon. Tu sais, de façon un peu naïve, mais des fois, il y a des choses qui fonctionnent. Puis pour moi, ça a fonctionné. Donc, j'ai commencé à chercher les numéros de téléphone des propriétaires. Je me rappelle, j'étais stressée. Oh my God, faire de l'appel à froid. Ouais. J'avais un petit papier, puis j'avais comme 10 lignes. Puis dès que je faisais un appel à froid, je le barrais. Genre, oh my God, j'en ai fait 1. J'en ai fait 2. C'est bon, j'en ai fait 8. Aujourd'hui, je peux arrêter. Genre, je détestais ça. Aujourd'hui, tu me demandes de faire 100 appels dans la journée, je te les fais. Là. C'est comme, c'est une routine. Exactement. Ça me dérange pas du tout. Mais j'ai commencé comme ça, ouais, faire des appels à froid pour démarcher des propriétaires. Puis là, continue. Puis là, après ça, le next level de prospection, c'est... Alors, au début, j'étais vraiment mauvaise, faut se le dire. Là, tu sais, comme, les gens, ils me disent « Ah, mais non, je l'ai pas. » Je peux te rassurer que si tu fais 10, 15, 20, 30, 100 appels par jour pendant 9 mois... C'est sûr. Tu es obligé d'avoir une petite compétence à la fin. Là. Ça peut pas, même si tu étais très mauvaise. Et moi, mon niveau d'anglais était minable. Genre, en plus. Horrible. Dès qu'il me parlait en anglais, oh my God, je louchais. J'avais 4 mots, genre sell, your price, like how much. Genre, c'était catastrophique, mes speeches de vente. Là. Horrible. Mais au bout de 9 mois, à force de faire ça tous les jours, j'ai commencé à avoir quelques skills. J'ai commencé à être bonne, assez pour, là, avoir des rendez-vous avec des propriétaires en personne, aller visiter des immeubles, faire des offres d'achat. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis aussi, le next level, parce que tu as parlé des appels à froid, mais aussi, tu me disais au téléphone que toi, tu allais faire aussi du porte-à-porte. Ah là. oui, j'ai fait comme du porte-à-porte. Comme une témoin de Jéhovah, là. J'ai fait du porte-à-porte, mais une fois de plus, j'y repense. Des fois, je me dis, mais je serais incapable de recommencer. Je pense que faut savoir que je viens de Saint-Martin dans les Caraïbes. C'est français. C'est pour ça que je suis française. Donc, moi, le froid l'hiver, là, ce n'est pas pour moi. Là. Genre, quand il fait 10 degrés, je meurs. Je faisais du porte-à-porte l'hiver. Je me rappelle, j'ai déjà pleuré tellement j'en pouvais plus. Il faisait moins 32 degrés. Je faisais du porte-à-porte dans les rues. J'avais pas de voiture, donc j'allais en métro et je marchais. Et j'avais ma liste de petites adresses, puis j'allais toquer aux portes. Oh, je pleurais. C'était horrible. J'y repense des fois, puis je suis comme, oh, je le souhaite à personne. Mais oui, j'ai fait du porte-à-porte. Beaucoup de porte-à-porte. Ça, j'en ai fait. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, j'adore le porte-à-porte. J'aime ça. Dès que je vois une maison, un immeuble ou quelque chose, comme j'y vais tout de suite. Là,
Tu as la personne en face Ouais. de toi, il y a une connexion qui se fait tout de suite, c'est humain à humain. Les gens sont beaucoup plus chaleureux qu'au téléphone où ils te voient pas et c'est facile de raccrocher. 100%. J'ai- Fait qu'entre les deux, qu'est-ce que tu dirais que, au point de vue de la prospection, que tu Mhm. trouves que tu as un meilleur taux de closing pour les prospecteurs ou pour ceux qui voudraient devenir prospecteurs, qu'est-ce que tu leur suggérerais qui est le plus efficace pour closer? Alors, c'est une excellente question. Ça dépend ce que tu veux acheter. Pour ceux qui veulent faire du flip, par exemple, ou alors qui sont courtiers résidentiels, qui vont donc se concentrer sur des maisons ou des petits plex où le propriétaire peut vivre au rez-de-chaussée ou les propriétaires, définitivement, le porte-à-porte, c'est un winner parce que c'est beaucoup plus émotionnel. Les gens, tu viens les voir pour leur maison, où ils ont grandi, où leurs enfants ont grandi, où c'est leur duplex qu'ils ont acheté il y a 25 ans. Tu sais, c'est émotionnel. Donc, le fait que tu ailles en porte-à-porte, comme les rencontrer, ils ont une image, ils ont une énergie, comme 100%. ils te voient, ils connectent avec toi. Le nombre de personnes qui me font rentrer chez eux parce qu'ils sont heureux de m'avoir, ils aiment, ils sont comme, ah, quelqu'un s'intéresse à mon duplex, quelqu'un s'intéresse à ma maison, puis comme, ils vont tout te montrer, puis ils n'avaient jamais pensé à vendre. Puis j'ai d'ailleurs acheté mon chalet comme ça. Mon chalet, Arrête. j'ai fait une quarantaine de chalets en porte-à-porte dans le temps de la COVID où les prix y montaient. Mhm. Puis j'ai acheté mon chalet comme ça. Wow. Donc ça, c'est pour la section plus résidentielle, petit plex, plus petit actif immobilier. Ouais. Quand tu tombes dans le plus gros, pour moi, Mhm. plus gros, ça va être un minimum de 6 logements. Le porte-à-porte est toujours aussi winner, mais va te prendre beaucoup plus de temps. Parce qu'au lieu que tu arrives sur une rue, et que tu te dis, je vais toquer à toutes les portes de cette rue-là, bien, les propriétaires d'immeubles de 6 logements et plus n'habitent pas là. Exact. Donc là, il faut que tu ailles toquer chez eux. Mhm. Donc, tu en as un qui habite à Outremont, tu en as un qui habite sur le plateau, tu en as un qui habite à Laval. Donc, tu vas perdre un temps monstrueux à aller les Exact. rencontrer. Mon équipe le fait, mais on va viser des actifs pas mal plus gros. Parce que ça fait qu'ils vont passer beaucoup plus de temps à en faire parce qu'il y a les déplacements. Mais quand on en close un, on ne close pas un 6plex, on va closer un 35, un 40 et plus. Nice. Donc, le temps, on donne de la valeur au travail de mon équipe de cette façon pour justifier le temps que tu vas mettre. 100%. Donc, pour les gros immeubles, le porte-à-porte est toujours aussi winner. Mhm. Nous, on a vraiment un taux de closing qui est beaucoup plus élevé dans le porte-à-porte. C'est juste qu'on va moins en faire. OK. Moi, j'ai une préférence pour l'appel à froid parce que l'appel à froid, C'est plus rapide. ah, j'ai mes gars, ils font 100 appels par jour. Là. C'est comme gling, 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 gling. Exact. Ah, il y a un poisson, let's go. Donc, je préfère l'appel à froid, surtout quand tu as le data pour. Donc, si tu as beaucoup de numéros de téléphone, tu as beaucoup d'informations, Mhm. tu es mieux d'en faire dans la quantité de mon point de vue. Je comprends. J'apprécie, puis c'était très, très bien expliqué, sincèrement. Mais là, comme tu dis, tu as une équipe de prospecteurs. Vous êtes combien, puis comment tu les structures? C'est assez simple. C'est rendu simple aujourd'hui Oui, après c'est des ça. années d'essais-erreurs. Là, aujourd'hui, c'est rendu simple. J'ai tout simplement un CRM, comme un CRM de vente. J'ai tous les propriétaires d'immeubles de Montréal à partir de 6 logements. J'ai tous les numéros de téléphone. Là, tous J'ai les tout. secteurs, là. J'ai tout. Tous les Tu secteurs sur les l'île de as toutes Montréal. ratissées depuis, dans le fond, ton jour 1 jusqu'à Ouais, aujourd'hui. ça là. fait 6 ans qu'on récolte du data. Donc, on est rendu à un stade où on a tous les numéros de téléphone qui peuvent se trouver. OK, je comprends. On a tout sur ce CRM. J'ai 4 personnes qui font des appels à froid temps plein. OK. Donc ça, l'appel à froid, pour ceux qui ne distinguent pas forcément les appels à froid, des warm leads, des hot leads, appel à froid, c'est vraiment... ils appellent des gens qui n'ont jamais entendu parler de nous, qui n'ont aucune idée pourquoi on appelle. C'est vraiment un contact purement à froid. Là. Je comprends. Donc, eux vont faire des appels de cette façon. Quand le lead devient plutôt warm ou hot, donc on va dire que ça devient un lead plus qualifié, Mhm. là, j'ai une personne qui est en charge de ces leads. Donc, par exemple, un vendeur qui dit « Ah, bah oui, je serais peut-être pas fermé à vendre » ou qui commence à donner les chiffres de son immeuble, ses dépenses, ses revenus pour qu'on lui fasse une offre, qui propose une visite. Là, le lead devient plus intéressant. Et là, j'ai mon lead manager qui s'en occupe. Donc OK. là, lui prend la relève et lui, c'est mon closer. C'est vraiment Nice. mon closer. C'est lui qui va prendre les rendez-vous, faire les visites, négocier, etc. C'est mon bras droit. Puis quand après, ça devient réellement concret, donc quasiment l'offre, elle est finale, ils se sont entendus sur le prix, les conditions, etc. Moi, je prends le dossier, je le revois dans son ensemble, puis je signe. That's it. Boom. Ouais. C'est toi qui vas sur le terrain pour... Non. Quand t'as ton close, c'est ton closer qui gère tout ça? Alors, ça dépend. Je vais, moi, me déplacer quand la transaction est vraiment importante. Donc, quand ça va être un très gros morceau, ça va être une grosse transaction, ça va être quelque chose que vraiment est plus... faut être là.
Je comprends. Si c'est pour un 6, 15, 20 plex qui n'a pas je veux dire, qui ne sort pas des normes, donc je veux dire, il n'y a pas de critères particuliers de cet immeuble, il n'y a pas quelque chose à vérifier vraiment, pas de contamination de terrain ou un projet de développement en plus, etc. C'est mon closer qui y va. OK. Oui. Je comprends. Je vais me déplacer quand vraiment je vais être sûre que tout se passe bien. Je comprends. Mais question pour toi. Pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'investissement immobilier, oui. Il n'y a pas beaucoup d'argent comme toi dans tes débuts. OK? Qu'est-ce que tu lui suggérerais de faire? Est-ce que tu lui dirais, va chercher des deals ou va commencer à te chercher des partenaires financiers, des gens qui ont du cash, comme ça, quand tu vas trouver les opportunités, tu vas déjà avoir les partenaires. Qu'est-ce que tu leur suggérerais l'un avant l'autre ou les deux en même temps? Alors, c'est vraiment une bonne question. Moi, ce que je suggère, parce que j'en connais beaucoup j'ai le goût de dire des jeunes, mais c'est des gens de mon âge, qui me contactent, ils me disent « Ah, Pauline, je veux faire de l'immobilier, qu'est-ce que je devrais faire, etc. » Puis honnêtement, je leur dis toujours la même chose. Je suis comme « Cherche pas à devenir bon dans tout. » C'est quels sont tes talents naturels, qu'est-ce qui est facile pour toi, est-ce que c'est le relationnel, est-ce que c'est les chiffres, donc est-ce que tu es meilleur que les autres dans les analyses en règle générale, c'est quoi tes forces de base, parce que je trouve qu'on a tous des talents comme... Innés. Et je suis comme focus là-dessus. Parce que après, tu vas devenir un expert dans ce domaine. Moi, je veux dire, quand j'ai commencé, tout ce qui est chiffres, fiscalité, comptabilité, oublie-moi, là. Oh my God. Encore aujourd'hui, je veux dire, ma partenaire s'occupe de la comptabilité, de la fiscalité, puis elle m'assoit pour me dire, il faut s'en occuper, là. Je suis pas encore très, très bonne, là, je vais pas mentir. Mais ma force à moi, c'est quoi? C'est tout ce qui est oral, c'est la communication, c'est être au téléphone, c'est le relationnel. Donc aujourd'hui, j'ai tellement focusé là-dedans que les gens me connaissent pour ça et donc s'associent avec moi pour que je fasse ça. Donc, un autre exemple, j'ai un ami à moi, oh mon Dieu, il est introverti, oublie ça, il peut pas rentrer dans une salle puis commencer à parler à tout le monde, c'est pas naturel pour lui. Donc lui, sa force, c'est quoi? C'est les chiffres. Donc il est devenu tellement bon dans ses chiffres, dans ses analyses de rendement, qu'à la fin, il a fini par s'associer avec quelqu'un qui est bon en relationnel, qui a créé un fonds. Et lui, c'est le cerveau, donc genre, il s'assure que les rendements sont là pour les investisseurs et son partenaire, il s'occupe de l'aspect relationnel. Je comprends. Donc, je pense le mieux, c'est de te concentrer dans en quoi tu penses que tu vas être bon de départ ou peut-être que tu es déjà bon là-dedans. Et après, colle-toi aux gens qui sont meilleurs que toi dans d'autres aspects. Je comprends. Et fais-leur confiance. J'adore. Mais plus précisément, parce qu'une chose que j'ai réalisée, c'est que, puis tu me diras si je me trompe, mais je trouve que c'est facile de trouver de l'argent. Trouver du monde qui ont du cash pour investir avec toi ou peu importe, trouver de l'argent, on est entouré, je trouve, moi, j'arrête pas de répéter qu'on est entouré d'opportunités, de possibilités puis d'abondance. La richesse, l'argent, il y en a partout. Mais je trouve le nerf de la guerre, c'est de trouver les opportunités. Toi, c'est sûr que toi, t'es déjà à un niveau de performance avec un momentum différent, mais pour quelqu'un qui commence, qui veut se partir un fonds, qui veut se partir faire des acquisitions en partenariat, moi, je dirais que de se focaliser sur trouver des opportunités. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, c'est vraiment mon expérience. Vas-y. OK. Quand j'ai commencé dans l'immobilier, le prix sur le marché, je veux dire, tout ce qu'il y avait sur le marché, je le regardais quasiment pas. Je trouvais que c'était toujours trop cher, trop cher. Donc, le fait d'être dans le hors-marché, j'avais vraiment une longueur d'avance. Pourquoi? Parce que j'avais des propriétaires qui avaient certaines raisons de vendre à bas prix, soit parce que Pauline était déjà là, c'était plus rapide que le mettre sur le marché, soit parce qu'ils avaient un immeuble délabré, mais Pauline était à l'aise avec, etc. Mais je trouve que être dans le hors-marché avait encore plus de valeur avant, moi, je trouve personnellement. Aujourd'hui, je regarde le marché, je vois beaucoup de deals. Nice. Moi, j'en vois que les gens ne voient pas. Okay. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les vendeurs se rendent de plus en plus compte de la vraie valeur de leurs immeubles. La vraie valeur basée sur les revenus et les dépenses. Et je trouve qu'on commence à être tranquillement dans un marché où les prix se rapprochent des valeurs économiques. Donc, de la vraie valeur qu'une banque donnerait à ton immeuble, que n'importe qui donnerait à ton immeuble. Donc, je trouve qu'il y a des opportunités sur le marché. Okay. Juste, il faut être rapide, il faut être prêt, puis il faut les voir. Aussi. Surtout, il y en a plein qui ne les voient pas. En tout cas, c'est mon point de vue. Là. Donc, si quelqu'un voudrait commencer demain, la prospection, c'est vraiment une job temps plein. C'est vraiment temps plein, c'est beaucoup de travail. Donc, si quelqu'un veut être dans le flip et tout, ça peut être winner. Si quelqu'un veut commencer à acheter des plus gros immeubles, ça peut prendre plus de temps. C'est faisable, mais ça peut prendre plus de temps. Moi, j'aurais tendance à garder l'œil ouvert sur ce qui est sur le marché, puis à me bâtir un réseau. Moi, je travaille avec énormément de courtiers. Tous les jours, j'ai des courtiers qui m'appellent.
la majorité de mes transactions, c'est rendu des transactions amenées par des courtiers avant que ça sorte sur le marché. OK, parce qu'ils savent que tu vas closer. Ben, ils savent que tu vas closer. Eux, ils ont un délai d'à peu près 24 heures avant de le mettre sur le marché. S'ils amènent un acheteur sérieux à leur vendeur, comme tout le monde est content. Donc, je trouve que c'est de la prospection relationnelle. Ça, c'est un autre type de prospection. Moi, personnellement, je commencerai demain, je mettrai un focus là-dessus. OK. Va dans les événements, parle à tout le monde, dis que t'es acheteur, rencontre du monde, contacte des courtiers. Si tu vois un immeuble à vendre sur le marché, regarde c'est qui le courtier qui l'a inscrit. Appelle-le, demande-lui s'il en a d'autres, demande-lui s'il en a d'autres qui s'en viennent. Majorité des courtiers n'ont pas juste un immeuble. 100%. Et ils ont surtout une liste d'acheteurs à qui ils vont envoyer des deals avant qu'ils sortent sur le marché. Et ils ont une liste de propriétaires. Ils ont une base de données. Ils ont un réseau de contacts que le prochain deal va venir de ça. Mais 100%. Les courtiers, quand tu regardes les gens qui font de la prospection en immobilier, la majorité du temps, ce sont des courtiers. Aussi. Ça fait déjà quelques années qu'ils font ça. Ils ont déjà un data, ils ont un CRM, ils font déjà leurs appels. Donc, ils ont une grosse longueur d'avance sur toi qui va commencer à faire de la prospection demain. Moi, personnellement, je me rendrais la vie facile en juste parlant à tout le monde, contacter les courtiers, regarder ce qu'il y a sur le marché, faire des offres et tu vas te faire connaître comme ça et les gens vont penser à toi quand il y a un immeuble à vendre. 100%. Puis comment tu dirais tu bâtirais une équipe comme que toi t'as faite? Genre pour quelqu'un qui veut se bâtir, qui veut se mettre une équipe en place, justement de prospecteurs, tu sais, de closers, de OK, qui fait quoi? Comment tu dirais de structurer ça? Alors, il y a quelque chose que je vois très souvent. J'ai beaucoup d'amis qui sont des très gros propriétaires immobiliers, donc qui ont une très belle expérience dans les chiffres, dans leur rentabilité, dans leur gestion, etc. Et qui prennent souvent une personne ou deux à l'interne pour faire des appels parce que ça les intéresse d'acheter du hors-marché. Mais ce que je vois la majorité du temps, et c'est normal, on ne peut pas être bon dans tout, c'est qu'ils délèguent quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Donc, si tu délègues quelque chose que tu n'as jamais fait, c'est difficile de guider la personne pour t'assurer qu'elle ait les résultats que vous cherchez à avoir. Ça, c'est sûr. Moi, je peux te dire, je peux écouter un appel, je peux te dire qu'est-ce qui s'est bien passé, mal passé, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble la prochaine fois, quand est-ce que tu me lances la balle. Donc, j'ai tendance à te dire que si tu veux monter une équipe, par exemple, dans la prospection, puis c'est pas quelque chose que tu sais faire toi-même, trouve quelqu'un qui sait le faire et qui, au pire, va monter ton équipe ou va coacher tes personnes ou va les superviser. Je comprends. Ça va être beaucoup plus efficace. Tout à fait. Puis après ça, c'est qui qu'il faudrait dans l'équipe? Juste, admettons, comme toi, tu disais, c'est quoi les rôles de chacun dans ton équipe? Ben, tu l'as dit tantôt, tu as le prospecteur, tu as le closer, tu as toi. Alors, moi, j'ai les prospecteurs que, pour moi, c'est de la prospection. Tu en as combien de prospecteurs? J'ai 4 gars temps plein. OK. Ben, une fille, 3 gars, désormais. C'est plus... J'aime bien avoir une fille au téléphone. That's it. Qui font des appels à froid. Donc, à froid, c'est vraiment, eux vont faire dans la quantité. Ils vont appeler. Ah, intérêt potentiel, OK, c'est bon, on le retient. Et ils vont donc préfiltrer le maximum de leads potentiels. Quand le lead devient plus intéressant, moi, j'ai mon lead manager qui est là-dessus. Donc, lui, il va contacter le propriétaire. T'en as juste un? J'en ai juste un. Parfait, OK. J'en ai juste un. Il y a assez de travail, là. Il est là. Mais pour l'instant, j'en ai un. C'est largement suffisant. Lui va contacter le propriétaire, confirmer son intérêt de vendre tout de suite, pas dans 6 mois, pas dans un an, confirmer les chiffres, les revenus, les dépenses, faire l'analyse, des fois me demander le feedback sur l'analyse pour que je confirme ces chiffres, négocier le prix, négocier les conditions. C'est qui se présente c'est qui se présente chez le propriétaire pour développer la relation? Parce qu'on s'entend, j'aime que la manière dont tu l'expliques, mais dans les faits, il y a quand même plusieurs étapes de bâtir la relation avec la personne là, pour que la personne se dise, tu sais quoi, je veux pas le vendre à quelqu'un d'autre, je veux pas essayer avec un courtier, je veux te le vendre, je veux faire affaire avec toi. Tu serais étonné à quel point on fait pas beaucoup de visites avant d'avoir une offre d'achat signée. OK. On ne fait quasiment jamais de visite d'un immeuble avant d'avoir une offre d'achat signée. Parce que toi, ça te démontre le sérieux du vendeur. C'est qu'aujourd'hui, dans notre situation, on a beaucoup de leads. Je comprends. Donc, je ne peux pas commencer à demander à mon lead manager d'aller tous les visiter si je n'ai pas quelque chose de concret. Ça, c'est ma situation. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la meilleure façon de faire. Quand tu as commencé, c'était-tu comme ça? Non. T'allais développer la relation pour après ça avoir l'offre d'achat. Après, l'énorme différence, c'est que quand j'ai commencé, je faisais beaucoup du 6 à 8 logements. OK. Donc là, tu es encore dans un between où ça reste quand même un peu émotionnel. C'est souvent des couples qui ont 1 ou 2 sixplex, tu sais, que c'était comme leur retraite, qu'ils vendent. C'est vrai. Donc là, ça vaut plus la peine de te déplacer. Aujourd'hui, on est dans des transactions de au moins 25 logements par transaction. Donc honnêtement, c'est les chiffres. Je comprends. C'est les chiffres. C'est comme... Puis, ils n'ont pas forcément besoin. Même eux, souvent, nous disent comme, on s'entend sur le prix et les conditions, on signe une offre d'achat avant que même eux ne veulent pas se déplacer. Je ne veux pas perdre mon temps. Là, je comprends.
Et moi, je préfère de cette façon parce que, je veux dire, Tu maximises ton temps. 100%. That's it. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es capable de repérer un bon deal, une bonne affaire d'un autre? Parce que aussi là-dedans, il y a des vendeurs, tu le sais comme moi, dans le hors-marché surtout, tu as des vendeurs qui sont sur une autre planète là, par rapport au prix qu'ils veulent, par rapport à 100%. l'attachement émotionnel, puis Ouais. le prix qu'ils voudraient avoir. Comment tu es capable de repérer quelque chose que tu sais que ça va être un bon deal? Parce que des fois aussi, une autre réalité, Ouais. je le vis en tant que courtier, c'est que Ouais. et juste en passant, si vous êtes quelqu'un qui recherche des opportunités, si vous désirez embarquer dans l'immobilier, si vous voulez faire votre première acquisition, investir, grossir votre parc immobilier, si vous êtes quelqu'un que vous avez des revenus, mais vous n'avez pas le temps ni l'expertise pour pouvoir structurer des projets, j'ai la solution pour vous. Cliquez le lien pour le bas pour qu'on puisse tout simplement avoir une consultation et qu'on regarde comment je peux vous aider à vous partir, à avoir de l'immobilier dans votre portfolio, à faire votre première acquisition, à grossir votre parc immobilier ou même aller chercher une vraie formation qui va vous permettre de scale dans le monde de l'immobilier. Tu sais que c'est un bon deal. Par contre, le vendeur, il n'est pas encore mûr. Le prix Ouais. qu'il veut en tête par rapport à la condition de son immeuble et la Ouais. situation, on n'est pas là. Ouais. Par contre, tu sais que si tu le travailles, tu vas finir par le ramener à un prix qui fait du sens pour toi. Ouais. Comment toi, tu fais pour repérer les bons deals? Bah, écoute, aujourd'hui, je suis vraiment rendue, c'est les chiffres, c'est les chiffres. C'est Ok. donne-moi tes revenus, donne-moi tes dépenses. On prend un TGA, bon, c'est pour ceux qui s'y connaissent, un taux global d'actualisation. Exact. En gros, c'est un calcul de rendement basé sur le prix que tu vas payer, ou du moins que le Mhm. vendeur te propose, versus tes revenus nets. OK. C'est un prix qui est basé là-dessus pour calculer ta rentabilité. À Montréal, il n'y a pas longtemps, on était à un TGA de 5. Mhm. Donc, c'est-à-dire que si tu prenais le prix que le vendeur te donnait versus les revenus nets, ce calcul-là te donnait une valeur de l'immeuble Mhm. qui est la valeur marchande. C'est-à-dire Tout à que fait. si demain il est sur le marché, c'est le prix auquel il va se vendre. Donc, nous, on est vraiment rendu à travailler avec un TGA du marché quasiment constamment. C'est vraiment les chiffres pour les chiffres. Je comprends. Après, on va des fois se baser sur le potentiel quand j'ai des vacants, donc des unités qui ne sont pas occupées. J'en ai vraiment beaucoup. OK. Beaucoup de ventes. Est-ce que tu trouves que tu en trouves encore jusqu'à aujourd'hui? Tout le temps. J'ai une offre d'achat signée ce matin, 50% vacant. Veut Arrête. peut-être Dans quel coin? Plateau Montréal. Wow. OK. Ouais. Continue. Oui, c'est ça. Mhm. Pas loin du métro, même collé au métro. Wow. Donc, on est sur Montréal même. Donc, tout ce qui est Plateau, Rosemont, Villeray, Hochelaga, je connais Hochelaga par cœur, comme on est là. OK. Donc là, en tout cas, c'est une vingtaine de portes et ça se peut que je signe le voisin en face qui est même pas le même propriétaire. C'est un addon, c'est un courtier qui m'a appelé hier, qui m'a dit, Pauline, genre telle adresse, tel endroit. J'ai cru qu'au début, il parlait de mon deal tellement ça avait l'air d'être la même adresse. Et finalement, non, c'est le voisin. Je suis comme, je le prends. Comme si j'achète les 3, ça fait une trentaine de portes. Wow. Donc, en tout cas, donc là-dessus, j'ai à peu près 50% vacants. OK. J'en ai. Puis sinon aussi, parce que souvent les gens vont vouloir du clé en main ou des propriétés qui ont le moins de problèmes possible. Est-ce que toi, justement, qu'est-ce qui fait en sorte que... Quels sont les types de problèmes que pour toi, ça va te faire... que ça va vraiment t'intéresser? En dehors du taux de vacances, est-ce que ça va être, admettons, si l'immeuble va passer au feu, s'il y a une contamination de sol, un affaissement, y a-tu des choses que toi, dès que tu les entends, tu es comme, OK, ça va être une bonne opportunité? Alors, Un bon problème que tu vas apporter la solution plutôt. oui, alors moi, je calcule toujours un projet par rapport au taux horaire. Je m'explique. Si un immeuble, par exemple, allez, disons, il y a une contamination de sol. Mhm. Donc, je le sais déjà que ça va être plus de mise de fonds parce que la banque va sûrement vouloir faire une retenue Exact. parce qu'ils veulent que tu décontamines. Donc, déjà, ça va être plus d'argent. Le risque va être plus élevé parce que quand tu décontamines, tu sais quand tu commences, tu sais jamais quand tu finis, Exact. malheureusement. Donc, le risque est plus élevé. Ça me demande plus d'argent. Donc, dans ces circonstances-là, combien de temps ça va me prendre pour m'occuper de ce projet et combien ça va me donner à la fin en termes de valeur créée? Mhm. Et il faut que ça soit logique dans le sens où si demain, je peux acheter le voisin et j'ai pas autant de temps à mettre et autant d'argent, ben comme je vais le prendre. Donc, il faut que le prix soit en conséquence. Tout à fait. Donc, moi, oui, je vais voir une opportunité dans des immeubles qui, des fois, vont pas plaire à tout le monde. Mais il faut que le prix m'intéresse assez pour que je me dise mon temps sur ce projet va valoir autant, voire plus, souvent même plus, que si je m'étais investi sur quelque chose de plus simple Mhm. et de plus... Make sense. ouais, J'adore. moins risqué. Puis, quel type, si je te mettrais dans une mise en situation, tu as le choix de faire une nouvelle construction,
t'as choix de faire le projet au complet, de mettre à terre puis de tout faire le casse-tête du redéveloppement au complet. Ça, c'est une option. T'as choix d'acheter un immeuble qui est neuf, mais complètement vide, ou d'acheter un projet d'usager, une propriété multilogement usagé, mettre une création de valeur à faire. Lequel des trois tu choisirais et pourquoi? OK. Alors, numéro 1, construction neuve, c'est pas mon domaine. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai déjà fait des extensions de bâtiments, mais je t'avoue que mon partenaire, c'est là où on dit s'associer avec les personnes qui sont meilleures que toi, c'est davantage occupé de cette partie-là. La construction neuve, c'est pas mon domaine. Donc, je t'avoue qu'aujourd'hui, c'est pas ce sur quoi je focus. Puis moi, je suis beaucoup sur Montréal. Parfait. Donc, Montréal, en termes de construction neuve, c'est pas là que tu vas avoir les plus gros terrains. Et donc, je veux dire, le prix payé versus, moi, personnellement, du peu d'expérience que j'ai là-dedans, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ensuite, tu as un immeuble qui est, disons, entièrement rénové, brand new, vraiment... il n'y a rien à faire, et qui est vacant, je peux aimer ça, mais une fois de plus, ça va dépendre du prix. Je comprends. Parce que là, en fait, comment je vais le calculer, c'est que oui, je suis prête à payer beaucoup plus cher qu'un immeuble que je vais devoir rénover, par exemple. Mais il faut que je calcule, c'est toujours mon coût de projet. Je comprends. Coût de projet, c'est la totalité de ce que je vais dépenser pour me rendre à un coût de projet de temps versus le refinancement ou alors le montant que je vais toucher si je le revends. Tout à fait. Donc, si là, j'achète un immeuble vacant, qu'est-ce que je me dis, moi? Premier réflexe, c'est « Oh my God, ça me sauve du temps. Genre, je veux dire, je l'achète, je le loue. J'adore ça. Moi, j'adore quand c'est plus rapide. Donc, je suis prête à payer plus cher. Même des fois, personnellement, des projets comme ça, je suis prête à laisser un petit peu d'argent dedans parce que, je veux dire, mon taux horaire a quand même été bon. Je veux dire, ça a été rapide. Le niveau de risque, il est très bas. Je veux dire, tout est déjà là. J'aime bien. Le troisième volet, qui est ce que je fais quand même le plus, c'est de l'usager. Parce que, de ma perception, une fois de plus, le parc immobilier, pour moi, à Montréal, est vieux. Je le trouve vieux. Je veux dire, c'est rare que tu achètes un immeuble, plateau, Rosemont, etc. Il n'y a pas toujours un peu d'argent à mettre, ses toitures, balcons, etc. Puis c'est normal. Souvent, c'est les propriétaires qui l'ont depuis longtemps. Ils ont vieilli. Ils n'avaient plus l'énergie. Mais c'est ce que je fais quand même le plus. Je comprends. Donc, on achète des immeubles qui ont souvent besoin d'amour, ou des fois, il y a beaucoup de logements vacants, ou des fois, il y a des difficultés de gestion. C'est ça. Qui sont bien placés. OK. Parfait. Donc, j'aurais tendance à te dire que les deux derniers m'intéresseraient. Ça dépend du prix. Donc, c'est sûr. C'est sûr que là, tu vois, le troisième projet où c'est un immeuble à rénover, puis comme il faut le restructurer, puis il faut tout remettre en place, il faut que le prix soit intéressant. C'est sûr. Ça va me prendre plus de temps, plus d'argent aussi. Est-ce que tu dirais le fait d'être une femme, c'est un avantage ou désavantage? C'est une bonne question. Alors, personnellement... Tu sais, c'est là où on dit toujours qu'on attire les choses de la façon dont on les perçoit. Tout à fait. C'est que moi, dans ma tête, je te jure, même quand j'avais 19 ans, j'avais aucun problème de confiance en moi. Résultat, j'ai jamais pensé que le fait d'être une fille, ça pouvait être un désavantage. En plus. J'ai jamais pensé à ça. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que j'avais tellement une énergie de quelqu'un de confiant que, à la fin, j'arrivais à mes fins pareil. Puis, il y a une ou deux fois, ça fait pas longtemps, ça fait quelques années, que j'ai fait comme « Ah oui, c'est vrai qu'il peut y avoir un désavantage à être une femme des fois. » Puis, on va élaborer après. Mais je trouve que c'est ton énergie à la fin. Tu sais, tu peux être un homme, puis comme pas être sûr de tes trucs. Je veux dire, moi, j'ai l'habitude d'arriver à une visite, puis comme il y a 7 ou 8 acheteurs, la moyenne d'âge, c'est 40 ans, puis comme moi, j'arrive, je suis toute cute. Ils me demandent toujours si je suis la courtière immobilière ou la gestionnaire des locations. J'ai l'habitude, tu sais, c'est... Donc, mais pour vraiment rentrer dans le détail de ce que c'est d'être une femme, tout court, et ou une femme jeune dans l'immobilier, je trouve que l'avantage premier, moi, personnellement, c'est que je suis très féminine dans mes interactions, dans mes négociations, dans tout. Et les gens minimisent ça. Ils pensent qu'une négociation, c'est un peu comme dans les films, tu t'assois, puis comme, c'est qui a l'air d'être le plus... Oui, mes négociations à moi, je le dis toujours, moi, mes meilleures négociations, OK? Premièrement, c'est toujours un win-win. OK? Je veux que les gens soient contents de m'appeler après. Je veux que les gens aient envie de me reparler. La majorité des gens avec qui je travaille, ça devient des amis. En plus. La majorité, vendeurs, acheteurs, comme ça devient des amis, puis c'est naturel pour moi, j'aime les gens, donc les gens le ressentent. Mais sinon, la meilleure façon de négocier, pour moi, je le dis toujours, c'est quand les gens réalisent même pas que tu les négocies. Donc, tu es tellement dans quelque chose de fluide et de naturel. Ouais, tu es juste honnête, tu es transparent. Moi, quand j'ai un vendeur qui me donne un prix trop élevé, je ne vais pas lui faire perdre son temps. Je vais dire, bah, regarde, selon les comparables vendus, j'arrive à une valeur de temps. Si tu veux, je peux t'envoyer les comparables vendus. Peut-être que ça t'aiderait. Tu sais, comme, je suis juste honnête. Avec transparence. Je suis transparente, je suis moi-même. Puis tu sais, quand tu es dans une business où tu veux faire ça peut-être toute ta vie, ça va te prendre beaucoup moins d'énergie d'être juste
authentique. Mhm. T'as pas besoin de réfléchir. Ça te prend beaucoup moins d'énergie. C'est fluide. Ça devient Exact. naturellement. Donc, moi, je trouve qu'être une femme, en plus, veut pas, quand tu achètes des immeubles à des propriétaires qui ont au moins 50, 60 ans, ils sont contents de t'avoir au téléphone. Là. Vraiment. Ils se font appeler par des hommes à la journée longue. Ils se rappellent même plus qui est qui. Mais moi, mon nom, c'est Pauline, en plus. Alors, En plus. cherche une Pauline qui a 28 ans au Québec, qui est française, qui fait 1m58, qui est blonde. Je te jure, ils m'oublient jamais. C'est sûr que 4 non. ans plus tard, je les appelle. C'est comme, ah, Pauline! Et ils sont contents de me parler, puis ils me parlent de leur famille et tout, mais des très gros propriétaires de plusieurs centaines de logements à Montréal. Donc, je trouve qu'être une femme, c'est un avantage. C'est plus agréable pour beaucoup de gens. Puis là, on parlait des propriétaires hommes, mais propriétaires femmes aussi. Ben, c'est vrai. Des fois, tu parais beaucoup moins requin. T'es une Aussi, femme, et moi, dans Ils mon sont équipe... moins menacés ou ne Ouais. te voient pas comme menaçante. Non, ils te voient pas menaçante, puis on a des belles interactions. Ils sont contents de voir que c'est une femme qui va acheter leur immeuble. Elles sont fières de voir des fois que ce soit une femme et non un homme. Puis tu sais, des fois, c'est un petit côté un peu soutien féministe, là, si on peut dire ça comme ça. Donc, il y a beaucoup d'avantages à être une femme quand tu es dans le relationnel. Après, le désavantage que tu vas avoir, parce qu'il y en a tout de même, c'est ta crédibilité. Mais les gens l'oublient vite si tu es confiante, si tu connais tes affaires. Moi, j'ai tout le temps l'habitude. Là. J'arrive, ils avaient eu, tu sais, comme un courtier, disons. M'avait appelé, il me connaît de réputation, il s'est fait dire que Pauline, elle achète vite, c'est rapide, etc. Il m'appelle, puis là, disons, c'est moi qui me pointe à la visite. Des fois, il me fait même pas le lien que c'est moi. En plus. Bah oui, il me dit, Pauline, c'est un certain âge, généralement des sûr. Paulines. Il me dit, mais elle a l'air jeune au téléphone. Bon, allez, on va dire qu'elle a 40 ans. Puis là, il me voit arriver, puis c'est comme, est-ce qu'elle a genre 18, 20, 21? Donc, j'ai l'habitude que quand j'arrive, franchement, ça fait partie de mon quotidien, je le vois comme ils sont pas sûrs, ils sont suspicieux. Ben oui. Mais la vérité, c'est que je suis tellement habituée que dès que j'ouvre la bouche, je parle de l'immeuble, je pose mes questions, etc., comme ils oublient. Tout de suite. Ils oublient, ils voient que je suis à mon affaire, ils voient que je m'y connaisse, ils voient que, je veux dire, c'est pas ma première transaction. Exact. Mais il y a des désavantages quand même à être une femme, ça serait mentir. La crédibilité, surtout quand tu es dans les grosses transactions. C'est sûr. Dans le multi, surtout au-dessus de 25 logements, là. Ouais. Et des fois, des propriétaires très, très, très old school. Donc là, par exemple, j'avais un propriétaire, là, 80 et quelques années. Puis des fois, ils sont my bornés, God. là. 80 et quelques années, comptable depuis toujours. Lui, avoir une petite jeune là, qui achète l'immeuble, c'était impensable. C'est comme, ça peut pas se faire. Et c'est rare que ça m'arrive parce que les gens connaissent quand même bien avec moi. Mais là, je le sentais que c'était pas assez fluide. Je le sentais qu'il avait un blocage. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un de mes très bons amis qui est un de mes partenaires. J'ai dit, viens avec moi. Il fait semblant que c'est toi qui achètes l'immeuble avec moi. That's it. Et la vérité, c'est qu'en plus, à la fin, il l'a acheté avec moi. Mais tant pis, j'ai pas d'ego. J'ai mis l'homme en avant. J'ai dit, tant pis, c'est triste un petit peu, mais ça m'arrive rarement. Et en fait, en arrière, c'est moi qui tirais les marionnettes. C'est tout. Et à la fin, c'est moi qui achetais l'immeuble puis qui signais. Donc, mais c'est rare. Ça va vraiment être des propriétaires comme... Tu vois qu'il n'y a rien à faire, là. Ça fait 60 ans qu'ils sont comme ça, genre, tu sais. J'adore. Ouais. Ce serait quoi 3 conseils pour quelqu'un qui se lance? Même pas pour les femmes qui veulent se lancer. Ah, le premier conseil que je donne à une femme, là, c'est ne doute pas de toi. Oh my God, ne doute pas de toi. J'ai passé ma vie à me faire dire, t'es trop jeune, Pour t'as vrai. pas d'argent. Ben oui, je veux dire, comme... En même temps, on peut pas leur en vouloir. Je veux C'est dire, sûr. c'était pas le projet de vie le plus... Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui... J'ai beaucoup échoué aussi avant de réussir. Donc... Mais honnêtement, doute pas de toi parce qu'à la fin, c'est cette énergie-là qui va 100%. attirer les gens qui fitent. Moi, j'ai une petite jeune qui m'a abordée une fois. Puis je dis petite jeune, elle a comme 5 ans moins que moi. Mais pour moi, c'est une petite jeune, tu vois. Mais c'était moi. Puis elle est venue me voir, je me rappelle, il y a 4-5 ans. Puis oh my God, elle avait de la drive. Puis elle était toute petite et toute. Et elle est comme, je veux apprendre, je te suis. Dit. Elle avait tellement de drive que comme c'est impossible de ne pas vouloir l'aider. Je lui ai donné un contact ou deux, je lui ai donné un Q ou deux. Puis aujourd'hui, comme on est amis, puis elle a 5 ans moins que moi, puis elle a beaucoup d'immeubles, puis elle gère ça bien, puis c'est cool. Et je me suis fait beaucoup d'amis filles comme ça aussi. Donc, tu sais... Est-ce que tu parles de Caroline? Oh, il y a Caroline aussi! En plus. Ben oui, Caroline aussi. Je l'ai eu sur le podcast. Mais oui, Caroline aussi. Ah ouais, elle a de la drive aussi. Je me exact. rappelle comme... En tout cas, on a beaucoup d'amis ensemble. En fait, à la base, c'était la fille d'un ami à moi avec qui j'avais acheté un immeuble. Et je me rappelle, elle était jeune et tout. Puis elle aussi, elle a de la drive. Là. Et puis pareil, elle était venue me voir une fois ou deux pour la prospection parce qu'elle a fini par se débrouiller en prospection aussi. Mais oui, Caroline aussi, je la connais.
Puis ce serait quoi, C'est un justement, bon exemple. 3 conseils? Ben, admettons, là, t'en as donné un. Alors, conseil numéro 1, c'est honnêtement comme doute pas de toi. Je veux dire que quand les gens doutent de toi, tu sais, je dis toujours, les gens vont te traiter de la façon dont ils se traitent. 100%. Donc, quelqu'un qui a confiance en soi, il va voir le potentiel en toi. Quelqu'un Mhm. qui doute de soi, il va douter de toi. Donc, à la fin, il n'y a jamais rien qui est personnel. Donc, si tu n'as pas les commentaires ou le soutien que tu aimerais, juste mets pas d'énergie là-dedans. Concentre-toi sur ceux qui vont te le donner parce qu'il y en a qui vont te le donner. C'est vrai. Et ça t'amène au deuxième point, c'est entoure-toi. Honnêtement, perds pas de temps à essayer de tout faire toute seule. Je veux dire, moi, je l'ai fait, puis c'était pas très facile. Là, honnêtement, si je recommençais, je prendrais un chemin peut-être plus simple. Comme, va t'entourer de gens qui sont là où t'aimerais, tu sais, en termes de mindset, de mentalité, d'expérience. Va aux événements immobiliers, va parler à du monde, va poser des questions comme baigne là-dedans. Mhm. Parce que honnêtement, aujourd'hui, ma force, c'est mes contacts. Je comprends. C'est mes contacts. Comme, je passe ma vie au téléphone. Je passe pas ma vie derrière un ordi. Là. Moi, je suis juste au téléphone. That's Genre, it. comme tac, tac, genre, je plug les gens. C'est vraiment ça que je fais. Donc, numéro 1, ne doute pas de toi. Deuxièmement, entoure-toi. Puis On le dit, mais on le dit jamais assez. Puis numéro 3. Puis, un troisième conseil, c'est une bonne question. Honnêtement, ça, je reviens beaucoup à ce que j'ai dit au début. C'est comme focus sur tes forces. That's it. Cherche pas à être bonne dans tout, bon dans tout. Ça va te prendre beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie et surtout, tu vas avoir moins de plaisir. Je comprends. Puis ce serait quoi 3 conseils pour un prospecteur? Quelqu'un qui veut se lancer dans la prospection. OK, donc ça serait vraiment de la prospection comme pas relationnelle, donc pas forcément avec des courtiers. Ça serait de la prospection comme... Sur le terrain, let's go, là, appel à froid, porte à porte. Ce serait quoi 3 conseils pour vraiment qu'ils puissent commencer à avoir des leads, un lead flow, puis commencer à trouver des opportunités intéressantes? La clé, honnêtement, elle est dans tes suivis. Nice. Définitivement dans tes suivis. J'adore. Comme surtout dans le multi. Là. Les gens, tu sais pas... Ça m'arrive des fois, on appelle puis ils veulent vendre tout de suite. Ça arrive de plus en plus parce qu'on en fait beaucoup. Mais la majorité du temps, c'est dans le suivi. Là. Exact. Mon équipe fait des appels de suivi. Ça fait 4 ans genre qu'ils ont ce propriétaire-là au téléphone. J'ai des courtiers qui m'amènent un deal comme ça fait 6 ans que je le connais. J'ai rencontré toute sa famille. Tu sais, vraiment, la clé, elle est dans les suivis. Et j'adore. Définitivement. Donc, ça t'amène à quoi? Il faut que tu gardes un track record. Donc, il faut vraiment que tu gardes un historique de tout ce que tu fais dans la prospection. Je comprends. Tu ne peux pas faire de la prospection, excuse-moi, sans avoir un CRM. OK. Oh, pour moi, c'est la base. Tu n'as pas besoin d'avoir un truc vraiment Sophistiqué. sophistiqué. Juste garde tes leads, garde tes informations, garde tes conversations, parce que c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, comme « Ah, lui, t'avais dit que peut-être il vendrait, mais dans un an. Là, tu vas l'appeler au bon moment. Donc, quelqu'un qui commence, honnêtement, je dirais avant même de commencer à courir partout, fais-toi un CRM. Même s'il a l'air vide au début, puis il n'y a rien dedans, là, parce que souvent, c'est ça au début, comme structure tes affaires, parce que tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas te rendre à un niveau d'activité où tu vas regretter de ne pas avoir mis assez de temps dans ta structure. Tout à fait. Oh my God, c'est fou. Encore aujourd'hui, on travaille dedans. J'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. Donc, il faut que tu aies un CRM. T'es suivi, définitivement t'es suivi, donc tu dois comme garder des notes de tout ce que tu fais. Puis honnêtement, les contacts, constamment les contacts. À faire des contacts. Ah, tout le temps, puis garde-les. Tu parles à quelqu'un, même 5-10 minutes, t'as eu un fit, prends son contact. Le nombre de leads que j'ai eu, de gens qui à la base achètent et qui finalement, au lieu d'acheter l'immeuble sur lequel ils travaillaient ou dont on leur avait parlé parce qu'il y a quelque chose d'un peu plus compliqué dans la transaction, ben, ils m'appellent moi. Donc, tu te serais pas dit qu'un deal d'un vendeur viendrait d'un acheteur, mais tu lui as parlé une fois 10 minutes, il s'est rappelé de toi, tu as pris son numéro de téléphone. Moi, je fais toujours ça. Tu rencontres quelqu'un, tu prends son numéro de téléphone, tu le textes quand tu parles. OK. Ça m'a fait plaisir de te parler. Comme j'ai vraiment passé un bon moment avec toi, n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quelque chose. C'est naturel. Quand tu fais ça, les gens se rappellent de toi, puis ils pensent à toi quand il y a des opportunités aussi. 100%. J'adore. Ouais. Donc, un CRM, garder vraiment tout ton historique, puis ramasse tous les contacts que tu peux ramasser. Surtout que les gens ne s'en rendent pas compte quand ils commencent, mais Montréal, c'est vraiment petit. C'est très petit. C'est tellement petit. C'est Oh fou. my God, genre, j'arrive sur des transactions, je connais tout le monde. Je connais la gestionnaire, je connais le vendeur, je connais le partenaire potentiel. À chaque fois, les gens sont fascinés à quel point je connais tout le monde, mais c'est tout petit, Montréal. Garde tout ce que tu peux garder. 100%. Tu l'as mentionné à quelques reprises, puis j'aimerais ça que tu nous dises, si c'était à refaire, comment que tu ferais les choses différemment pour te repartir? Admettons, on t'enlève tout, là, tout ton réseau de contacts, ton CRM, on te met dans une autre ville, dans un autre pays complètement, t'as plus rien, là. Ouais. Tu dois repartir à zéro. Qu'est-ce que tu ferais pour accélérer ta courbe de succès sans trop te casser la tête comme tu l'as fait les premières années? La première chose que je ferais, Oui.
honnêtement, avant même de chercher à acheter ou à investir ou quoi que ce soit, si je sais que c'est quelque chose que je veux faire sur le long terme, je focuserai sur, je vais m'expliquer, mes processus. Sur mes processus. Parce que, et processus pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est comment on fonctionne dans la business du point A, genre au point B, puis ensuite à la deuxième étape. C'est comme, j'aime quand c'est le plus répétitif possible. Parce que ça minimise les risques. Ça fait qu'on est capable de prendre une transaction puis la faire plus vite que d'autres acheteurs. Je focuserai là-dessus. Donc, je m'explique. C'est de vraiment détailler comment je veux que ma business soit faite. Donc, comment ça commence? Donc là, par exemple, mes gars font des appels à froid à partir d'un CRM. OK, le lead devient intéressant, il ship à qui? Qu'est-ce qu'il fait avec? Une fois qu'on le close, qui s'en occupe? Là, c'est moi, j'y vais, je signe. J'aime quand c'est automatique, j'aime quand c'est prévisible. Je comprends. Une fois que c'est signé, genre là, j'ai mon équipe. J'ai mes 2 filles à l'interne qui s'occupent des papiers, etc. Tout l'aspect comme coordination de transactions. Quand l'immeuble est acheté, genre, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on le garde? Si on le garde, est-ce qu'on le met dans on a une compagnie de gestion à qui on délègue ou est-ce qu'on cherche à le revendre? Donc, honnêtement, si quelqu'un veut acheter un certain nombre de portes, c'est sûr que si tu veux acheter un ou 2 immeubles par année, ce qui est déjà très honorable, tu n'as pas forcément besoin de te mettre là-dedans. Mais si ton but, c'est d'acquérir un certain nombre de logements, tombe pas dans l'idée que tu perds du temps à travailler là-dessus parce que tu n'es pas en train d'acheter alors que tout le monde achète. Tu vas te sauver des fois des années de travail puis des milliers de dollars. Je comprends. À faire ça. Donc, c'est de vraiment monter comme une idée concrète de comment les choses se passeraient dans ta business. Et ensuite, colle-toi aux gens qui sont meilleurs que toi et arrange-toi pour que chaque personne soit à la bonne place. OK. Vraiment. Fait que tu te bâtirais ton équipe puis tu prendrais des joueurs. Ouais. Des partenaires, des joueurs. Des gens qui vont te compléter, dans le fond. 100%, oui. Qui vont me compléter. Ça peut être dans ma business en tant que telle, comme ça peut être en partenariat. OK. Par exemple, quand il y a des immeubles assez gros, moi, j'ai déjà 4 partenariats récurrents que j'achète avec eux et eux s'occupent de la gestion et de la comptabilité de tout ça parce que c'est une business en soi. Donc, j'ai monté une relation d'affaires qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un gros morceau qui arrive, un gros immeuble. J'ai pas besoin de courir partout puis tout planifier puis tout ci. Je vais le prendre et je vais le mettre dans une machine qui existe déjà. Je comprends. Donc, honnêtement, le premier truc que je ferais, c'est ça. Ensuite, quand je te disais beaucoup de choses que j'ai faites que je pense que je recommencerai pas. Et c'est quelque chose que j'ai dit au début. Moi, j'ai vraiment appris sur le terrain. Puis c'est ce qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Mais le chemin a été des fois très difficile. Donc, si je devais faire de la prospection, je prendrais quelqu'un qui s'y connaît déjà en prospection et qui coacherait mes gars et mes filles qui font des appels. Je comprends. Ouais, définitivement. Ensuite, mon CRM, je l'ai monté moi-même pendant des années. Ça m'a coûté du temps, ça m'a coûté de l'argent. Il n'y a rien de plus frustrant que s'occuper d'un CRM quand tu as beaucoup de data. C'est sûr. Je délèguerais ça, définitivement. Surtout qu'aujourd'hui, le niveau en technologie, je veux dire, des gens est beaucoup plus élevé qu'il était il y a 6 ans. 100% Oh my God, aujourd'hui, tu fais un rendez-vous avec quelqu'un, il va te conseiller des CRM, tu choisis le meilleur, tu vas avec ton budget. Exact. C'est pas la même game qu'il y a 6 ans quand je commençais, puis il y avait Podio, puis genre, that's it, là, je veux dire, c'était pas grand-chose. Donc, honnêtement, c'est vraiment... rends-toi les choses faciles. Dès le départ. Ouais, dès le départ. Les gens ont beaucoup une mentalité, puis c'est sans jugement parce que c'était la mienne, qui pense que les résultats viennent constamment avec l'effort. Et là, je sais que je vais en contredire une méchante coupe dans le domaine de l'immobilier, puis ça me dérange pas. Ma vie, à moi, elle est facile. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est pas fluide, je me dis, OK, comment on le rend facile? That's it. Et on s'en rend pas compte, mais des fois, on complique les choses beaucoup plus. 100%. Les êtres humains, on a ce don-là de vouloir surcompliquer les choses. Mais parce qu'on a des croyances qui sont extrêmement ancrées, surtout, je trouve, en Amérique du Nord, parce que je viens des Caraïbes, donc j'arrive à comparer, que tu as des résultats quand tu es dans l'effort, quand tu es dans le sacrifice, quand tu es dans l'action. Ah ouais, c'est comme toujours... Mais moi, j'écoute ça, des fois, je fais de l'anxiété, là. Genre, moi, ça, c'est moi, là. J'écoute des speeches, puis je suis comme, oh my God, moi, financièrement, je suis tellement bien, là. Franchement, genre... Je suis bien, puis je suis pas du tout dans ce mindset. Comme moi, ma vie est facile, genre c'est smooth. Donc c'est comme, t'es pas obligé de rendre les choses compliquées, là. Comme, puis c'est pas parce que t'es débutant que t'as pas compris certaines choses. Comme, suis ton feeling. Il y a tellement de choses que quand j'avais pas d'expérience, je filais ou je filais pas. Et après, tu te dis, je m'y connais pas, j'ai pas d'expérience, je sais pas. Tu sais, comme t'écoutes les opinions d'autres personnes. Puis après avoir fait le test, puis des fois les erreurs, tu le savais au début. Ouais. Même quand tu n'avais pas d'expérience.
Tu le filais quand c'est tellement drôle qu'est-ce que tu dis, puis c'est tellement vrai. Moi, il y a plusieurs transactions que je partais de chez le client, puis j'étais comme « fudge ». Faudrait peut-être pas que je le prenne ce dossier-là. Ah ouais. Puis je me suis pas écouté. Je l'ai quand même pris. Puis à la fin, je suis comme, j'aurais tellement dû m'écouter. Oui. Tu le sais souvent, puis là, je sais que je contredis beaucoup de gens. Les gens sont comme, ah, vas-y, fais l'extra mile, puis machin et tout. Bon, honnêtement, j'aime quand c'est fluide, j'aime quand c'est facile, j'aime quand je suis confortable, j'aime me lever le matin en paix, me coucher en paix. S'il y a quelque chose qui n'est pas agréable, puis tu sais, la majorité du temps en plus, je rends les choses simples en étant juste transparente. J'ai une transaction avec un vendeur, là, tout était compliqué. Oh my God, tout était sujet au stress, que ça soit faire visiter l'immeuble et tout. Et à un moment donné, je l'ai juste appelé et je lui ai dit, regarde, je vais être honnête avec toi. Ton immeuble m'intéresse, les chiffres font du sens, ça va me faire plaisir de l'acquérir, j'en ai d'autres à côté, comme tout est là pour que ça fonctionne. Et je lui ai dit honnêtement, je lui ai dit, mais j'ai pas de plaisir. C'est fou, personne ne parle comme ça, personne ne parle de plaisir. Les gens sont dans les chiffres, sont dans l'argent, sont dans ci. Mais moi, je lui ai dit, je suis à un stade de ma vie où si j'ai pas de plaisir, je vais pas livrer comme je pourrais livrer. Et je lui ai dit, comment on peut faire pour que les choses soient plus fluides et elles soient plus agréables pour tout le monde. Puis ça l'a comme désamorcé. À vous, hein? Ça désamorce parce qu'aujourd'hui, je suis en train de te dire, moi, je vais pas à contre-courant. Comme... Puis je t'invite à pas aller à contre-courant. Sinon, toute la transaction va être juste plus compliquée. Elle va être plus compliquée, elle va être plus... Il y en a... sérieux, la majorité des transactions compliquées, l'étaient dès le départ. Là. En plus, c'est littéralement ça. Tout le temps, genre... Ah ouais. Puis maintenant, j'ai comme cette expérience, je suis comme, faut pas avoir peur de perdre. Tu veux gagner, tu veux vraiment gagner le jackpot, faut pas avoir peur de perdre. Tu veux bien négocier, faut pas que tu aies peur de perdre la négociation. Ça, c'est vrai. Vraiment. Donc, on revient quand même, excuse-moi, au conseil genre de base, là, genre avoir une structure, avoir un CRM, puis concentre-toi avant tout sur la personne que tu veux être dès le départ. Dès le départ, parce que tu vas attirer des partenaires qui auront les mêmes valeurs que toi. Tu vas attirer des collaborateurs, genre des gens qui te réfèrent de la business qui ont les mêmes valeurs que toi. Et ça va déterminer les bases de la business que tu souhaites avoir. Tout à fait. Focus là-dessus dès le départ. Là. Puis dernier conseil? Ah, dernier conseil? Oui. Ah, je sais que ça semble cliché, mais honnêtement, pour l'avoir vécu, je veux dire, il n'y a pas de limite. Oh, il n'y a pas de limite. J'adore ça. Ouais. Moi, je passe mon temps... moi, les questions que je me pose, c'est comme, est-ce que ça m'allume? Ou est-ce que j'ai du plaisir là-dedans? Ou est-ce que j'ai du plaisir à parler avec telle personne? Ou est-ce que ça me plairait? Oui, non, let's go, on le fait. That's it. Et on trouve une façon de le faire. Mais je suis pas en train de me demander si c'est réalisable, pas réalisable. Et Pauline, sincèrement, tu es hyper inspirante. J'adore vraiment ton énergie, pour vrai. Puis je comprends pourquoi tu as du succès comme ça, parce que tu l'as répété à plusieurs reprises, mais qu'est-ce que tu dégages, tu l'attires, puis ça paraît justement que tu as une belle business. Puis je te souhaite beaucoup de succès, puis on va certainement se faire un part 2. Avec grand plaisir. Super. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, merci. Sérieusement, comment vous avez trouvé Pauline? Comme, c'est pas du bluff, elle est vraie, elle est authentique, elle est transparente, elle partage ses trucs. Regardez, elle a aucune gêne, elle est confiante, elle passe à l'action, elle est sur le terrain, elle s'est mis une équipe, des systèmes en place. Regardez, qu'est-ce que vous voulez de plus? Dites-moi dans les commentaires comment vous l'avez trouvé de un, mais surtout, si vous avez aimé l'épisode avec Pauline, mettez un hashtag Pauline. Pauline, s'il vous plaît. Oui, si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez partagé les trucs, si vous avez reçu, compris les pépites d'or qu'elle nous a partagées, mettez dans les commentaires hashtag Pauline. Parce que, sincèrement, même moi, je suis flabbergasté. Elle a l'air petite, elle a 28 ans, mais wow, elle a de l'énergie, mais regardez, qu'est-ce que vous voulez de plus? Puis encore une fois, comme je dis tout le temps, si elle est capable, si elle est capable, je suis capable. Nous sommes tous capables. Vous êtes capable aussi, que vous soyez une femme, que vous soyez une femme, peu importe votre nationalité. C'est une immigrante. Pour les nouveaux arrivants, que vous soyez nouvel arrivant, regardez, il n'y a pas d'excuses. Les possibilités, les opportunités et l'abondance, la richesse, tout est là à votre disposition. La question qui se pose, est-ce que vous allez avoir le courage de passer à l'action et de ne jamais abandonner jusqu'à la réalisation de vos objectifs? Puis en passant, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a accompli? Où est-ce qu'elle est rendue? Je peux vous aider à faire la même chose si ça vous intéresse. Si vous êtes quelqu'un qui veut se rendre au même niveau, qui veut monter une structure, qui veut trouver des leads, qui veut investir en immobilier, qui veut embarquer dans du partenariat, qui veut être un partenaire passif, comme la structure qu'elle a, je peux vous aider
littéralement avec ça. Pour ce faire, cliquez le lien en bas de cette vidéo-là pour entrer en communication avec moi. Aussi, restez à l'affût pour les événements parce que Pauline est intéressée justement à venir parler de ses expériences, décortiquer des projets. Donc, dans mes événements club privé, elle va venir parler aussi. Alors, restez à l'affût, les liens se retrouvent plus bas aussi. Pendant que vous y êtes, écrasez le bouton j'aime, partagez la vidéo, mais surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Vous voyez les personnes que je vous amène. C'est pas du flafa, c'est pas du storytelling, c'est des faits, c'est des stratégies qui fonctionnent à l'ère d'aujourd'hui, que vous pouvez aller appliquer dès maintenant. Regardez, pour remercier les personnes comme Pauline et pour grossir la chaîne, pour me permettre d'aller rejoindre encore plus de personnes, abonnez-vous à la chaîne, c'est la meilleure façon de nous remercier. Et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Sincèrement, j'ai beaucoup de gratitude pour vous qui sont actifs, qui m'envoient des questions, qui communiquent avec moi, qui font partie de la communauté Better Call Chris. Sincèrement, j'ai une immense gratitude de vous avoir, même si c'est à travers un écran. Et comme je vous le dis, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à rentrer en communication avec moi pour que je puisse vous aider dans tous vos besoins en immobilier, que ce soit d'investir, d'achat ou justement à un niveau beaucoup plus sophistiqué, d'être un partenaire passif. Je peux vous aider avec tout ça. Et si vous aimeriez avoir d'autres trucs, astuces ou stratégies gagnantes, je vous suggère de regarder cette vidéo-là.